Salut à tous, bienvenue dans Sofa Show Good, aujourd'hui de la musique avec notamment le cousin de Prince qui est devenu un rappeur ultra orthodoxe, mais aussi avec un jeune talent israélien, Noam Tsourieli. Pour les fans de whisky, vous allez devoir délaisser les Macallan et les Glenfiddich pour voir des single malt israéliens. On parlera d'Harmon, une série israélienne tirée de faits réels avec Marco Carmel. On vous donnera des idées vacances pour Pessar avec My Tour et des trucs pour que vos chalotes soient réussies avec la géniale Florence Dana. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sofa Show Good et impossible de commencer l'émission sans parler de cette formidable nouvelle pour la communauté francophone d'Israël. Vous l'avez fait, l'opération Israël Tzedaka by Kalita a atteint plus de 9,5 millions de shekels en pleine crise sanitaire, absolument incroyable. Alors bravo à tous et merci au nom de ceux qui seront aidés grâce à votre générosité. Vous êtes magnifiques. Et bien sûr, si je vous parle de la Tzedaka, c'est aussi parce que pendant cette campagne, j'ai été à la rencontre d'artistes, tous très talentueux. J'ai découvert Noam Tsourieli. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est génial, ancien champion d'Israël junior de course, 600 et 800 mètres, semi-marathonien. Il a aussi fait partie à l'armée de la prestigieuse unité des Douves d'Evanim. Il prépare son premier album qui sortira après Pessar. Aujourd'hui, il se consacre totalement à sa musique. Il est Yerushalmi, né en Israël d'une maman française, que beaucoup d'entre vous connaissent d'ailleurs. Et on voulait l'encourager, le soutenir. Pour moi, c'était une très belle rencontre. Un jour, c'est sûr, il fera partie des grands. Alors, en attendant son nouvel album, je vous propose d'écouter son duo avec Shachar Nahari, Kshenitzimisé. En gros, on fera quoi quand on sera sorti du Corona? En plus, la chanson est traduite en français. On regarde. Et oui, bonne chance Noam, vraiment très talentueux. Il est black, converti au judaïsme et c'est aujourd'hui un rappeur ultra orthodoxe qui n'est autre que le cousin de Prince. Alors retenez bien son nom, il s'appelle Zakaria Ishai David Uluvenkoliv Levin, mais son nom de scène est Hashem Guy. On va garder celui-là, ce sera beaucoup plus simple. Il est fier d'être juif et noir, il se définit maintenant comme un juif d'origine afro-américaine et pourtant il n'a jamais eu l'intention de devenir juif. Il est né et a été élevé à Minneapolis dans le Minnesota. C'est le berceau d'ailleurs de nombreux héros noirs, comme vous le savez, comme son cousin Prince d'ailleurs. Et la région en fait était un ancien quartier juif qui s'est transformé avec la lutte pour les droits de l'homme dans les années 60. Les églises là-bas étaient en fait de vieilles synagogues et Hashem Guy a grandi dans un foyer chrétien très religieux. En tant qu'enfant, il était super impliqué dans l'église du quartier, passionné par sa foi en Dieu et très lié à ses racines noires et à sa communauté. Donc forcément, on se demande comment a-t-il voulu devenir juif. Hashem Guy parle de miracle. Il raconte qu'un samedi soir, il s'est retrouvé dans une synagogue avec un chumash et là-bas, il a dit « Dieu, je dois l'emporter chez moi ». Chez lui, il a lu toute la nuit, c'était une expérience assez folle qui l'a poussé en avant. Il a même demandé à sa grand-mère, est-ce que tu savais que le Shabbat dans la Bible, c'est le samedi et pas le dimanche? Elle lui a dit oui. Et c'est ça, apparemment, qui l'a conforté dans sa quête de vérité. Après ça, le Pentecôte ne l'a plus lâché. Et puis, depuis, il s'est converti. Il donne aujourd'hui des cours réguliers de Torah avec des gars aux USA. Certains ont commencé un processus de conversion. Il a même reçu des appels de musiciens, d'hommes d'affaires, d'athlètes, d'intellectuels et de scientifiques lui disant « J'y ai pensé, je suis intéressé ». Les gens cherchent en fait une connexion spirituelle et la Torah nous fournit les lignes directrices pour se connecter à Dieu, dit-il. Évidemment, le rap, il rappe encore, toujours avec des paroles Kodesh, un parcours très insolite qui nous réjouit. Il a été plus loin que son cousin Prince, qui lui a toujours eu des juifs dans son entourage proche, plusieurs membres de son groupe, le plus connu, The Revolution, et donc forcément il s'intéressait à de nombreux sujets juifs, parmi lesquels les golems, les dibouks, les gangsters, comme Meir Lansky. Il était un grand fan de l'émission de télévision Seinfeld et de Big Lebowski. Prince a également participé à des rencontres avec des rabbins, on le sait moins, dans le cadre des recherches menées par son ami Carlen pour ses livres. Bref, la conversion d'Hashem Guy n'est peut-être pas un hasard. À suivre.
Vous connaissez peut-être Whisky Advocate, c'est l'un des principaux magazines de whisky au monde et il a donné l'une des meilleures notes à 2 whiskies israéliens, incroyables mais vrais. Créé dans le sud de Tel Aviv en 2014, Milk & Honey a été la première distillerie de whisky single malt en Israël. Les single malt Milk & Honey Classic et Milk & Honey Element Sherry Cask, c'est comme ça que ça s'appelle, de la distillerie du même nom, ont reçu respectivement une note de 91 et 90. Ce whisky cachère a des saveurs très appréciées. Pour le Milk & Honey Element Sherry Cask, eh bien, le magazine a noté qu'en utilisant des fûts de sherry Oloroso et Pedro Ximénez, certifié cachère, ce whisky de Tel Aviv évoque des arômes de fraises séchées, de pudding, de prunes, de cerises noires avec de fortes notes de poivre et même un saupoudrage de cacao. Alors, il faut savoir que Milk & Honey propose une gamme de whisky et de gin qui peuvent être achetés ou appréciés sur place lors des visites des événements ou dans leur centre d'accueil. Pour cette jeune distillerie, c'est une énorme nouvelle. Les amateurs apprécieront de savoir que le critique qui a attribué les notes n'est autre que Johnny McCormick, connu pour sa sévérité. Un grand honneur donc pour les Israéliens. Bravo! Le 17 février 2021 a lieu la plus grande catastrophe environnementale qu'Israël ait connue. 1200 tonnes de goudron collant se sont échouées sur les plages méditerranéennes d'Israël. Comment? La réponse n'est pas encore claire, mais il semblerait qu'un bateau ait dégazé près de nos côtes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'élan de solidarité qui a été déployé pour redonner à nos plages leur splendeur. Des milliers de volontaires sont venus nettoyer les 160 km de plage sur les 190 km du littoral israélien. Des membres des groupes environnementaux, d'entreprises, des mouvements de jeunesse se sont précipités pour rejoindre des soldats et un corps financé par le gouvernement d'anciens chômeurs israéliens pour enlever le goudron et sauver la faune blessée sur les plages de Rosh Hanikra à Ashkelon. Le volontariat en Israël a été incroyable. Plus de 11 000 personnes sont venues en une semaine, a déclaré Maya Jacob, PDG de Zaloul, une organisation environnementale consacrée à la protection des mers et des cours d'eau en Israël. Iris Ran, PDG de la Société pour la protection de la nature en Israël, s'est aussi exprimée. Pour elle, voir des milliers de bénévoles était tellement incroyable. J'étais à la plage de Kiryat Yam samedi, à Arziv lundi, et c'est tellement réconfortant de voir des gens venir avec des gants et des sacs en nylon pour ramasser le goudron du sable. Cela m'a donné beaucoup d'espoir, car même si le gouvernement n'en fait pas assez, le public, lui, est très engagé. C'est Longeco Océan qui a mené l'exploit logistique d'enrôler ces 11 000 bénévoles. Elle a aussi fourni 250 bénévoles formés à 22 municipalités côtières. Ce qui est très particulier aussi, c'est que les experts ont décidé de ne pas utiliser de dispersants chimiques, mais des bactéries mangeuses d'huile, de manière à ne pas perturber l'écosystème. Alors, autre bonne nouvelle dans ce dossier, cette semaine, la ministre de la Protection de l'Environnement, Ghila Gamiel, a annoncé l'allocation de 13,7 millions de dollars pour aider les efforts de nettoyage et de sauvetage de la faune, pour transporter, traiter les déchets de goudron, pour étudier et documenter l'étendue des dommages. Évaluer également des matériaux innovants pour réparer l'environnement côtier et maritime, y compris leur biodiversité, et bien sûr pour améliorer le traitement et la réponse lors d'événements futurs similaires. Il faudra malheureusement plusieurs mois, voire plusieurs années pour réparer tous les dégâts et nous assurer que nos plages sont à nouveau sûres et propres à 100%. Mais ça aurait été bien pire sans les volontaires. Chapeau! Et on retrouve avec plaisir Jeff Boussidan, le patron de MyTour, pour des good deals. En tout cas, on l'espère. Salut Jeff. Bonjour. On est très content de te retrouver. Moi aussi, je suis content de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui, on a des bonnes nouvelles. Ça tombe bien. Pour Sauvage So Good, c'est parfait. Le gouvernement nous annonce qu'à partir du 7, les choses vont rouvrir au fur et à mesure. Les concerts, les mariages, les hôtels vont rouvrir. Ils vont décider bientôt de savoir combien de personnes dans la salle à manger, si les piscines, si les spas vont rouvrir dans les hôtels. Mais c'est une bonne nouvelle, on se relance. C'est la liberté, là. Là, c'est la liberté. J'espère que ce n'est pas la liberté avant le nouveau confinement. On espère tous.
Alors comment ça va se passer, Jeff? Parce que je sais que tu organises des festivités pour Pessah dans des hôtels à Eilat. Tu parlais d'organiser aussi des séjours en Grèce. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les good deals, les bons plans. Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on y va? C'est ça qui nous plaît. Alors, pour l'instant, j'organise depuis déjà 13 ans, 14 ans à l'hôtel Aria, qui était l'ancien Méridien, un séjour organisé de Pessah. C'est un hôtel à Eilat, un hôtel 5 étoiles avec des grandes suites, le manger est bon, l'ambiance est sympa. On se retrouve en CDR privé, on se retrouve des repas de fête que entre nous, le Shabbat aussi. Mais ça veut dire que tout est ouvert, on va pouvoir profiter de la piscine, on va pouvoir manger tous ensemble, c'est comme ça que ça va se dérouler? Oui, alors c'est comme ça que ça va se dérouler, aussi effrayant que ça puisse être, mais il y a des réserves. Pour rentrer à Eilat, il faudra que tout citoyen soit vacciné. Tout citoyen après 16 ans, soit une semaine après le deuxième vaccin, et tous les enfants de 3 ans à 16 ans avec un test PCR négatif. C'est les conditions pour rentrer à Eilat, c'est les conditions pour pouvoir recevoir sa chambre à l'hôtel. Celui qui n'a pas vacciné cette semaine, la semaine dernière, son fils de 17 ans, parce qu'il a 17 ans et qu'il ne voulait pas, eh ben, il ne pourra pas vraiment venir à Eilat, même s'il faisait le vaccin aujourd'hui, parce qu'il faut 3 semaines et une semaine après, donc ça lui ferait arriver le 28 après le CEDER, il pourra arriver le 29 à Eilat. Alors, on ne peut pas faire un test PCR aux enfants de 17 ans s'ils n'ont pas été vaccinés, ça ne marche pas ça? Non, et le Tavayarok que le gouvernement a donné aux hôtels pour pouvoir ouvrir, et même aux festivités et à toutes les soirées de culture, de la culture, les OFAOT et tout ça, il faut être vacciné après 16 ans. D'accord. Bon, alors, si on est vacciné, si on rentre dans les cases, on peut profiter du séjour à Eilat que tu organises. Alors, est-ce que c'est pour des gens qui sont assez aisés, j'imagine, ou est-ce que finalement, quand on fait les comptes entre les courses de Pessah, l'argent qu'on dépense pour recevoir la famille, finalement, c'est pas si cher que ça? C'est pas si cher que ça parce que c'est 9 nuits, c'est 10 jours. On arriverait vendredi et on partirait après la Mimouna le dimanche matin. On est dans l'ordre d'idée à peu près de 17 500, entre 17 000 et 18 000 shekels le couple, avec les repas de fête, avec tous les soirs le dîner et tous les déjeuners de fête et de Shabbat. Donc, il y a des familles qui viennent, qui ont l'habitude de venir, de prendre le temps de se détendre. Et là, surtout qu'en ce moment, tout le monde a envie de venir à Eilat. Tout le monde a envie de se détendre, d'autant qu'il y a une catastrophe écologique donc, en Israël. Donc, le seul endroit où un peu protégé, c'est Eilat, quoi. C'est Eilat et c'est le seul endroit où on est plus ou moins garant du soleil. Donc, les gens ont envie de venir. D'ailleurs, les Français sont très tristes de ne pas pouvoir venir passer cette année les fêtes à Eilat. Ils ont dit qu'ils étaient capables de venir, d'affréter des avions, mais pour l'instant, les frontières sont fermées aux touristes français qui nous manquent encore beaucoup. Ça fait 1 an qu'on les attend, ça fait 1 an qu'on se prépare. On a hâte qu'ils puissent revenir et qu'on puisse à nouveau organiser des fêtes. Et là, j'ai trouvé une solution. Puisque les Français peuvent voyager en Europe, en Grèce, les Israéliens, après les accords signés avec la Grèce, peuvent se rendre en Grèce avec vaccination. Pas encore. Un peu plus tard, vers le 15, comme ça, quelque chose comme ça, 14, 15. On ne sait pas encore vraiment. À partir du 14 mars, ils ont annoncé que l'aéroport ouvrait et que les accords entreraient en vigueur avec la Grèce et Chypre. Nous avons MyTours fait un partenariat avec une chaîne d'hôtels grec, qui s'appelle Grec Hotel, qui a plusieurs hôtels qui peut nous donner des solutions à plusieurs séjours ou plusieurs fêtes ou plusieurs mariages qu'on puisse organiser pour pouvoir retrouver notre famille de France dans un lieu plus ou moins neutre comme la Grèce, au bord de la plage, sur les îles en Crète. Ah, mais vous nous faites rêver, Jeff, vous nous faites rêver. Disons que là, pour l'instant, j'ai même organisé un séjour de Pessah. J'ai l'hôtel, j'ai l'équipe de cuisine, j'ai la cache-route, j'ai les gens qui sont prêts et disposés à venir. J'attends juste que les portes s'ouvrent et que les frontières s'ouvrent et que tout le monde puisse venir
Et on pourra même se retrouver entre familles, Israéliens et Français, dans ce séjour en Crète. Voilà, sympa comme tout. Bon, alors on ne parlera pas des prix, mais en tout cas, on peut vous retrouver sur Instagram, sur Facebook, on tape MyTour, on a toutes les infos. Merci de nous avoir fait un petit peu rêver. Donc, en plus, Eilat ne va pas être encombré de touristes puisqu'ils ne peuvent pas venir, malheureusement. Donc, ce sera quand même agréable. Ça sera agréable, c'est quand même très, très israélien. Ils ont envie, tout le monde a envie de s'aérer, tout le monde a envie de profiter. Et on espère qu'on arrivera à passer un séjour et que les prochaines données seront optimistes et qu'on pourra passer Pessah dans un hôtel tous ensemble, en vacances, profiter du soleil. Alors, est-ce que les restaurants, toutes les activités annexes, etc., seront ouverts pendant les fêtes de Pessah à Eilat? À partir du 7 mars, même les restaurants seront ouverts en extérieur. Ils parlent jusqu'à 100 personnes et à l'intérieur, ils parlent de 50% de la capacité du restaurant. Voilà. Toujours si les gens sont vaccinés. Ouais, c'est la règle. Bon, en tout cas, merci d'avoir mis un peu de soleil dans nos têtes en pensant aux vacances qui approchent. On se retrouvera une prochaine fois. À très bientôt, Jeff. Merci beaucoup. Ciao. Et on retrouve avec beaucoup de plaisir Florence Dana, qui est, on va dire, fan de pâtisserie depuis toujours. On va parler des chalotes ce matin. Salut Florence. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors les chalotes, a priori, ça paraît très facile. Tout le monde sait faire des chalotes, mais pourtant... on voit beaucoup de posts de femmes qui ne réussissent pas leur chalote et qui abandonnent, et c'est bien dommage. Donc... j'espère qu'avec ce petit reportage, on va redonner l'envie à celles qui ne le font plus de refaire leur chalote. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tout le monde sait qu'il faut mettre des œufs, il faut mettre de la farine, du sucre, du sel, de l'huile. Bref, c'est à peu près toujours la même chose. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Je ne sais pas ce qui fait la différence. Moi, j'ai une façon un petit peu non conventionnelle de faire les chalotes que j'ai apprise, en fait. Je vous donne ma recette déjà pour commencer. Donc, pour 1 kilo de farine, 6 cuillères à soupe de sucre, 2 œufs, un demi-verre d'huile et 3 cuillères à café de sel. Et l'eau, c'est à peu près un demi-litre, mais ça dépend des farines, donc il faut faire très attention. La pâte ne doit pas être collante, elle ne doit pas être trop molle. Voilà, okay, là j'ai viens de finir ma pâte. Très bien. Donc je vous la montre. Elle est élastique, mais elle reste ferme. C'est très très important si vous voulez garder après à la cuisson la forme d'une belle challah. Pourquoi je vous dis que pour moi, je fais des chalotes un peu de façon non conventionnelle, parce que j'utilise de l'eau glacée pour mettre dans mes chalotes et non pas de l'eau tiède comme tout le monde le préconise. Une fois la pâte faite, comme maintenant, j'ai prélevé ma challah bien sûr et je forme tout de suite mes chalotes. Je n'attends pas que la pâte pousse. Je forme mes chalotes. Moi, je ne laisse pas monter la pâte une première fois. Je forme directement mes tresses. Je vous donne aussi un bon petit tip pour parce que tout le monde me demande qu'est-ce que je mets sur mes chalotes. Je mets un œuf entier que je bats. Mais le secret pour avoir une belle couleur dorée et d'un marron sympathique, on va dire, c'est de mettre justement, quand je forme mes chalotes une première fois, je badigeonne une couche d'œuf, je laisse monter à peu près en hiver 3 heures à peu près parce qu'il fait frais dans les pièces. En été, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Faut pas que ça gonfle trop non plus. Et avant de retourner, je rebadigeonne d'une couche d'œuf. On badigeonne en 2 fois pour avoir l'aspect brillant. Maintenant, voilà. Pour avoir l'aspect très lisse de la pâte, on ne voit pas les striures du pain, quelque chose qui fait vraiment, on va voir à la finale le résultat, hein, quelque chose qui fait très professionnel. On a l'impression que tes chalotes, tu les as achetées. Non, tu les as faites. Voilà. Comment on fait? Il faut bien pétrir la pâte? Alors, avant de former le boudin, c'est très important de l'aplatir au rouleau. J'aplatis la pâte comme ça, avant de former le boudin. Et ensuite, je roule et je continue à rouler. Et là, on voit que comme la pâte est quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, assez ferme et un truc, donc elle prend la forme que je veux et il n'y a aucune striure, aucun problème. Voilà, là on a eu le secret. Voilà, mais vous voyez que la pâte, encore une fois, j'insiste, ne pas mettre trop d'eau pour qu'on puisse bien travailler la pâte. Très important aussi, lorsqu'on badigeonne, je préconise le pinceau à poil et non pas en silicone. Le pinceau à silicone vous laisse des rayures, on voit toutes les marques de l'œuf, alors qu'avec les poils,
c'est parfait et c'est très très net. 2 trucs, Et super. maintenant- Est-ce qu'on peut avoir le tressage? Parce qu'on m'a dit que tu faisais des tressages à 4, à 5, que tu faisais des nattes magnifiques. On veut voir Oui, ça sur place. alors, je vais couper tout de suite mes petits bâtons pour pouvoir faire le tressage. Donc, si vous voulez être vraiment précis, le mieux c'est de peser chaque boule pour pouvoir avoir quelque chose. Bon, après, avec l'expérience, bon, on a l'habitude, c'est à l'œil. Et j'ai aussi un autre secret aussi à vous donner par rapport justement au fait que souvent dans des postes, je lis des posts catastrophes. Oh là là, j'ai plus d'œufs pour badigeonner mes chalotes. Qu'est-ce que je dois faire? Alors moi, de toute façon, même si j'ai des œufs, une partie de mes chalotes que je ne badigeonne pas par choix, parce que j'ai une autre technique et qui donne un côté bagel à la challah. C'est la même recette, hein, pourtant c'est la même challah. Mais quand on mange une challah qui est badigeonnée à l'œuf et quand on mange une challah avec le procédé que je vais vous donner, on a l'impression que ce sont deux pains différents. Alors c'est très Alors, qu'est-ce très qu'on marrant. fait quand on n'a pas d'œuf? On fait quoi? Alors je vais vous montrer. Je termine d'abord avec le tressage à 5 branches. Et ensuite, nous allons passer à la challah. Donc là, j'ai mes 5 branches que je mets comme ça, que je colle. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, ok. Donc la 5e, je la mets en 2e position. La première, je la mets en 3e position et je fais passer la 2e sur la 3e. Je recommence, voilà, la 2e, je fais passer la première sur la 3e et je tourne la première en 2e position, la première en 3e et je fais passer dessus. En fait, il faut se repasser les films. C'est pas évident la première fois, ça peut ne pas réussir. Et à la fin, bien sûr, vous rentrez tous les bouts. Voilà, vous arrangez. Et là, on a une belle tresse à 5. Magnifique, Voilà. extra. Donc à 5 branches, très belle. Bon, alors, supposons que branches. cette rala-là, on ne va pas mettre d'œuf. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, je vais faire une challah. Donc là, pareil, hein, on fait exactement le même procédé pour préparer ces petits bâtons de pâte. Donc vous voyez que elle est un peu résistante, hein, la pâte. C'est très important pour pouvoir après garder les belles formes. Le fait de la laisser après lever, voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre son temps et laisser minimum 3 heures de pousse, surtout en hiver. Bon, je vous dis, en été, ça va beaucoup plus vite. Après, je vais les mettre sur un plateau, tranquillement, une fois que j'aurai tout fait. Et je vais les oublier pendant 3 heures avant de les enfourner. Et après, on parlera de la température, du degré, du temps, etc. Je fais cuire mes chalotes à 200 degrés. Les 5 dernières minutes, j'augmente de 20 degrés, donc 220. Et ça donne cette couleur mocha et la brillance et tout ce que vous voyez. Donc voilà, j'ai vraiment pas de secret, je vous ai tout donné. D'accord. Donc là, j'ai préparé mes pâtons. Donc j'ai un bol ici avec de l'eau, comme je vous le disais. Donc on peut utiliser soit ce système-là, soit si vous avez un spray, vous pouvez le remplir avec de l'eau. Ça fait c'est pareil, voilà. Des graines de sésame. Donc vous mettez un peu sur votre plan de travail, vous mettez un petit peu de sésame. D'accord. Voilà. Donc on prend son pâton, on le trempe dans l'eau. Ok. Ok. Et on vient le rouler dans les sésames. Ça donne à la challah ce côté belgel dont je vous ai parlé, et même au niveau du goût. Du soum-soum pas grillé, du soum-soum blanc, pas de problème. Tout à fait normal, ouais, voilà, que je viens d'acheter dans le paquet. Hop, on trempe sa petite challah. Tressage à 4, ensuite on laisse monter pendant 3 passe, heures voilà. et on met au four à 200 degrés et on va dire que, exactement. voilà, et à la fin on monte un petit peu la température du four et on a un résultat magnifique. Voilà. Ouais, exactement. Donc voilà. Après, il n'y a pas c'est de l'art. Hein. Après, voilà, vous avez une belle challah et vous allez. Magnifique. Il n'y a pas du tout de standard. Vous pouvez faire les formes que vous voulez. Alors Florence, Donc, merci beaucoup parce que ça a l'air très facile en fait. On a 2 trucs bien évidents et bien faciles à faire. Donc voilà, avec eux, sans eux, à 5 branches, à 4 branches, voilà. Et puis surtout le truc pour avoir le pain bien lisse. Je pense que vous allez avoir de nombreuses fans. Vous faites des trucs magnifiques, hein, il faut bien le dire. C'est pour ça qu'on vous a repéré. Merci beaucoup. On t'a repéré. On te dit à bientôt. À bientôt, avec merci, plaisir. Merci. On te trouve sur ta page Facebook si on veut bien sûr te commander des gâteaux, du pain ou plein d'autres choses. Non, le pain, je le vends pas. Le pain, tu le vends pas, le pain, tu le gardes. Ok, voilà, je donne mes recettes. On donne les recettes, c'est très bien aussi. Merci beaucoup, Florence. Allez, bonne journée. Shabbat shalom, ciao.
Marco Carmel, bonjour, un plaisir de te retrouver. Comment ça va? Bonjour. Très bien, je viens de retourner de la mer, j'ai surfé 3 heures, crevé, mais ça va très bien. Eh bien oui, maintenant on peut aller à la plage, on en profite. Alors on va parler cette fois-ci non pas de cinéma israélien, mais d'une série israélienne. Bon, ces derniers temps, on sait très bien dans le monde que les séries israéliennes ont un très grand succès, comme une série qui s'appelle Fauda, et Kfulim, et Téhéran. Moi, j'ai voulu parler d'une série qu'on a fait en 2018. C'est une série sur un homme qui s'appelle Goel Rasson, qui se prenait pour le Mashiach. Le Mashiach. Il s'est marié avec 32 femmes. Il a fait 48 neveux. Et il a essayé d'apporter le Mashiach en faisant un enfant qui est 3/4 lui et sa petite neveu, sa petite fille. C'est une histoire qui était horrible. Il a reçu 30 ans de prison. Et c'est une histoire qui a pris beaucoup de place dans les presses israéliennes. Et une des femmes qui était dans cette secte, qui a réussi à s'en sortir, a écrit un livre et on a acheté les droits de ce livre. Un écrivain au nom de Gadi Taub avec Anat Barzilai et Hadas Galron ont écrit la série et moi je l'ai dirigée. Qui ont joué dans cette série, c'est Alon Aboudboul, Chenam Salem, Robi Boulafia, tous les plus grands acteurs et plus grandes actrices israéliennes. C'était une série sur 12 femmes et leur vie dans cette secte. Comment? C'est une histoire qui a dû être difficile à tourner. Ça devait être lourd comme ambiance. Eh ben voilà, d'une façon, c'était une histoire très lourde et très noire. Mais d'une autre façon, on a voulu dire quelque chose. On a voulu poser la question qui vit mieux. Chacun dans sa maison, dans leur petite famille, dans leur solitude, ou une famille de femmes qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble, qui font grandir les enfants ensemble, avec un homme, bien sûr, qui est impossible et anormal. Mais c'était dur, oui, c'était très dur, c'était une histoire très noire. Et quand tu diriges une série, tu penses pas à une série noire ou dure ou lourde, surtout quand tu fais une série pour la scène 13, tu cherches plus comment faire comprendre pourquoi ces femmes-là étaient là-bas. Ça veut dire, c'est de construire un portrait de cet homme d'une façon profonde, forte, avec une idéologie, charme. Ça veut dire faire tout ce qu'on déteste sur cet homme-là pour faire voir que chaque femme pouvait être dans cette secte et pouvait aller après lui. Ça veut dire que ça pouvait arriver à tout le monde, c'est ça ce que tu dis? Ça peut arriver à tout le monde? Oui, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, ça arrivait à tout le monde parce que c'était pas rien que des femmes qui sont venues de là ou à droite, à gauche. C'était toutes sortes de femmes qui étaient dans cette secte, dans la vérité. Mais dans la série, tu es obligé de construire un personnage qui s'appelle Shabtai. Mais on devait construire un personnage qui devait être touchant, qui devait être fort. Ce qui était important pour moi, c'est de raconter l'histoire de cette femme. On était obligé de travailler sur ce personnage pour agrandir les femmes. En même temps, il ne faut pas oublier que c'est une chaîne commerciale. Bien sûr. Ça veut dire qu'on a été un peu light dans les histoires. Ça veut dire, ceux qui verront la série qui est dans le site de Reshet, il y a tous les 8 épisodes, c'est encore assez light auprès de ce qui s'est vraiment passé et ce qui est écrit dans le livre. Comment a été accueillie cette histoire qui a fait scandale en Israël par le public israélien? C'était pendant 2-3 ans qu'il était en procès au tribunal. Il y avait chaque jour dans les journaux, il y avait ces femmes qui ont fait une grève de faim. Il y en a des autres femmes à lui qui ont essayé de se suicider. C'était comme si qu'on a pris Dieu de leurs mains. C'était trop dur pour eux. C'était vraiment une vraie secte que quelqu'un qui a arrondi envers lui une certaine façon de vivre. Il a fait un certain mélange entre l'hindouisme et entre la Bible et après l'islam. Il a fait un mélange. Il construit une sorte de nouvelle religion. Je ne sais pas comment on dit ça, excusez-moi. Est-ce que ça a été une libération? Autour que lui, c'est le massacre qui est en contact entre Dieu et le monde. Ouais. Bon, alors, c'est pas super fun, mais ça existe aussi. Donc, nous, on aime bien raconter un peu ce qui se passe dans la société israélienne, et le cinéma, les séries israéliennes sont aussi un moyen. Alors, ça, c'est pas super drôle. Nous, on aime bien dans Sofa Show Good avoir peut-être un programme un peu plus sympathique, plus gai à regarder. Est-ce qu'il y a une série israélienne qu'il ne faut pas rater, d'après toi? S'il y a une série israélienne qu'il ne faut pas rater, et je suis sûr que personne ne l'a raté parce qu'elle est un peu dans tout le monde, c'est Fauda. C'est une très très forte série israélienne. Il ne faut pas la rater parce que, excusez-moi, mais ce n'est pas rien qu'une série israélienne, c'est une série israélienne aussi un peu pro-palestinienne. Ça veut dire que c'est une des premières fois dans le cinéma israélien, ou plus dans la série
dans la télé israélienne qu'on voit les deux côtés du combat, les deux côtés du Sirsour, d'une façon très humaine, très simple et très touchante. C'est très fort, c'est la meilleure série. Bon, je suis obligé de le dire. Maintenant, s'il y a encore une autre série qui est obligée de voir, parce que c'est une très bonne série cinématographique, c'est une série qui s'appelle Sur le Spectrum. C'est quoi le titre de la série? C'est une série de télé énorme, très belle, très cinématographique qui s'appelle Sur le Spectrum, sur 3 jeunes de 20 ans qui ont le spectrum, qui habitent dans un appartement et qui essayent de vivre une vie normale. C'est très beau et c'est touchant. Et en même temps, ça a pris le premier prix du festival de Série Mania en France. Génial. Bon, on va regarder ça pour ceux qui n'ont pas encore fait. J'imagine qu'on apprend encore plein de choses sur la société israélienne en regardant ce genre de programme, sur la jeunesse israélienne. Le spectacle, c'est sur la jeunesse israélienne, mais excusez-moi, vraiment, complètement. C'est très beau. Avec des non-acteurs, c'est Dana et Dissis qui a écrit cette série, et Yuval Schefferman qui a dirigé. Je crois que c'est une des meilleures séries israéliennes qui a été faite, mais si on veut voir une série qui représente plus Israël et le conflit palestinien, bien sûr, c'est Fauda, au moins la première saison. Voilà, et puis si on veut voir bien sûr le côté un peu extrême de la société israélienne, c'est Harmon. Donc on a les 3. Merci Marco. Ciao. Ciao, ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, profitez des vôtres, dites-leur que vous les aimez et surtout, montez le son.